Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette quatrième vidéo concernant les troisièmes bases du langage Swift, où nous verrons tout ce qu'il faut savoir sur les conditions. Alors une condition, ou les conditions, sont des instructions informatiques qui peuvent être représentées comme les causes du déclenchement des actions dans un programme. On les illustre en général par la phrase suivante: s'il se passe ceci, alors il se passe cela. Et dans cette phrase, ceci correspond à la condition et cela correspond à l'action qui résulte de la condition. En Swift, une condition s'écrit avec la syntaxe suivante: le mot-clé if suivi de votre condition, suivi d'un couple d'accolades avec à l'intérieur votre action qui résulte de la condition. Le if représente le si et le couple d'accolades représente le alors qui déclenche l'action de notre condition. Si votre condition est respectée, alors le code dans les accolades va s'exécuter. Si au contraire votre condition ne l'est pas, le programme va continuer son chemin en exécutant le code après les accolades. Avec une condition, on peut réaliser plusieurs tests, comme par exemple une comparaison, et ça tombe bien parce que c'est ce que nous allons faire pour commencer. Alors avant de commencer, il faut connaître les opérateurs de comparaison. Alors, il y a le double égal qui signifie une valeur est égale à une autre valeur, le point d'exclamation suivi du égal qui signifie une valeur est différente d'une autre valeur, le signe plus petit que comme en mathématiques qui veut dire inférieur à, pareil pour supérieur à, puis inférieur ou égal et supérieur ou égal. Écrivons notre première condition. Nous sommes toujours dans le fichier main.swift et nous allons effacer ce que l'on a fait dans les vidéos précédentes pour nous intéresser aux conditions. Donc nous allons d'abord déclarer deux nombres. Un nombre 1 qui va contenir la valeur de 50, puis un nombre 2 qui va contenir la valeur de 60. Et nous allons écrire notre première condition. Donc on écrit le mot-clé if, suivi de notre condition qui va être nombre 1 plus petit que nombre 2. Ici on va tester si le nombre 1 est plus petit que nombre 2. Si c'est le cas, alors on va exécuter une action entre les accolades. Et comme là c'est le cas, l'action va s'exécuter. Notre action va être par exemple d'afficher à la console « Oui, c'est bien plus petit ». Alors la syntaxe que je vous ai montrée tout à l'heure montre la condition sur une seule ligne, comme ici, mais il faut prendre l'habitude de créer des blocs d'instructions, c'est-à-dire d'écrire la condition à la verticale afin que ce soit mieux lisible. Donc pour cela, on met notre action à la ligne, séparée par une tabulation si ce n'est pas fait automatiquement, et l'accolade à la fin, et voilà une condition très bien construite qui va s'exécuter. Donc j'exécute le programme, et il s'affiche « Oui, c'est bien plus petit ». Alors on aurait pu également mettre plus grand que, et là dans ce cas, il ne va rien s'afficher car 50 n'est pas plus grand que 60. J'exécute le programme, et voilà, la console disparaît pour me dire qu'il n'y a rien à afficher. On aurait pu aussi tester avec l'opérateur de comparaison différent de, donc point d'exclamation égal, si 50 est différent de 60, alors on affiche « Oui, c'est bien différent ». J'exécute le programme et il s'affiche « Oui, c'est bien différent car 50 est bien différent de 60 ». Si l'on veut exécuter un code particulier au cas où notre condition ne se réalise pas, eh bien on peut ajouter le mot-clé « else ». Ce mot pourrait se traduire comme sinon, si notre condition ne se réalise pas, ou autre pour autre action. La syntaxe à adopter est la suivante, toujours le mot-clé if suivi de votre condition puis de votre action dans le couple d'accolades, mais cette fois-ci vous allez faire suivre tout cela du mot-clé else suivi d'un autre couple d'accolades pour mettre votre autre action. Voyons un exemple d'utilisation du couple if et else. Considérons que nous avons un coffre-fort qui contient une combinaison contenue dans une constante. Cette combinaison serait par exemple égale à 2565. Et qu'une personne veuille accéder au contenu du coffre. Elle doit donc taper un code qui doit correspondre à la combinaison. Il y a donc une deuxième constante qui correspond au code qu'a tapé la personne qui veut accéder au contenu du coffre. En attendant, le code est égal à 0. La condition va être si le code entré par l'utilisateur est égal à la combinaison. Donc je vous rappelle que est égal s'écrit avec deux fois le signe égal, car une seule fois le signe égal représente l'affectation, comme je l'ai fait précédemment dans mes constantes. Donc si le code est égal à la combinaison, on va faire l'action suivante, on va afficher à la console, vous avez accès au coffre.
Sinon, il n'y a que deux cas possibles, soit la personne connaît le code, soit elle ne le connaît pas. Donc on utilise notre mot-clé else pour dire sinon. Si la condition précédente n'est pas exécutée, alors on affiche « Vous n'avez pas accès au coffre ». Voilà. Donc supposons que la personne entre le code 7898, eh bien il va y avoir affiché « Vous n'avez pas accès au coffre ». Si en revanche elle entre la bonne combinaison, c'est-à-dire 25-65, et que j'exécute le programme, il y aura marqué « Vous avez accès au coffre ». Voilà un exemple d'utilisation du couple if et else. Intéressons-nous maintenant aux structures conditionnelles. Une structure conditionnelle, c'est un bloc de code réservé exclusivement aux conditions. Nous venons de voir la structure if et else, et nous allons en voir une autre. Il s'agit de la structure if, else if et else. Quelle est la différence avec la première? Eh bien dans la première, else ne nous permettait pas de mettre une condition. Avec else if, on pourra en ajouter une. Il faut voir ce mot-là comme sinon, si une autre condition s'exécute. La syntaxe et la forme à adopter pour plus de lisibilité est la suivante. On écrit notre bloc de conditions à la verticale comme ceci. If votre condition suivie de l'action dans les accolades, suivie de else if votre deuxième condition, au cas où la première ne s'exécute pas, toujours avec votre action dans les accolades, et si aucune des deux conditions ne s'exécute, alors on exécutera l'action qui se trouve dans le else. Pour illustrer tout cela, nous allons réutiliser l'exemple du coffre-fort en lui donnant deux moyens de s'ouvrir en entrant deux chaînes de caractères différentes. Donc il possède une première combinaison qui va être égale par exemple à Romain, et une deuxième combinaison qui va être égale à Semrom. Il faudra entrer une des deux combinaisons pour accéder au coffre. Et évidemment, il y a le code entré par la personne qui correspond donc cette fois-ci à une chaîne de caractères qu'on laisse vide car il n'a rien entré pour l'instant. Écrivons maintenant notre structure conditionnelle. Notre première condition va être de tester si le code entré par la personne est égal à la première combinaison, c'est-à-dire à la combinaison 1. Si c'est le cas, on affiche à la console « Vous avez accès au coffre ». Là, ça ne change pas. Si le code est égal à la deuxième combinaison, car il y a deux possibilités de l'ouvrir, donc on écrit « else if » code, si le code est égal à la combinaison 2, alors il a également accès au coffre, donc on va copier-coller l'affichage afin de le mettre dans cette condition en tant qu'action, voilà. Et si jamais aucune des deux combinaisons entrées n'est correcte, alors, else, on affiche tout simplement « Vous n'avez pas accès au coffre ». Testons maintenant notre programme. Imaginons que la personne entre Romain, eh bien le programme va s'arrêter à la première condition et va nous afficher « Vous avez accès au coffre ». C'est bien le cas ici. Si la personne entre Semrom, le programme va d'abord tester la première condition et comme il va voir que ça ne correspond pas, il va tester la deuxième et comme la deuxième correspond, il va nous afficher la deuxième qui est « Vous avez accès au coffre ». Donc pour que ce soit plus clair, je peux écrire « Vous avez accès au coffre » avec la deuxième combinaison pour bien vous montrer que le programme entre dans notre deuxième action. Je réexécute, il y a marqué « Vous avez accès au coffre » avec la deuxième combinaison. Si par contre il entre autre chose, par exemple le code précédent, ça reste une chaîne de caractères malgré que j'ai tapé un nombre, j'exécute, il y a marqué « Vous n'avez pas accès au coffre ». Voilà un exemple d'utilisation de la structure if, else if et else. Nous verrons juste après un moyen de combiner nos deux conditions afin d'écrire moins de code et de rendre la structure plus lisible. Nous allons donc combiner les conditions. Pour combiner des conditions, nous allons utiliser ce que l'on appelle des opérateurs booléens. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, un booléen est un type de donnée qui peut prendre deux états, soit vrai, soit faux. Et les conditions sont des booléens, car quand votre condition est vraie, elle se réalise, et quand elle est fausse, elle ne se réalise pas. Donc elle a bien deux états, un état de réalisation et un état de non-réalisation. Je vous présente deux grands opérateurs booléens qui sont le et le ou. En Swift et dans d'autres langages, le et s'écrit avec deux et commerciales ou deux esperluettes, c'est vous qui voyez quel nom vous donnez à ce symbole. Quant au ou, il s'écrit avec deux pipes, à prononcer pipe et non pipe,
Donc c'est deux barres verticales que vous pouvez faire sur votre clavier Apple grâce à la combinaison Alt majuscule et la lettre L. Ces deux opérateurs vont nous permettre d'unifier les conditions en une seule. Donc de part et d'autre de chaque symbole, il y aura une condition. Lorsqu'il s'agit de l'opérateur booléen et, pour que cet opérateur soit vrai, il faut que les deux conditions se réalisent. C'est obligatoire. S'il n'y en a qu'une seule, ça ne marchera pas. Par contre, pour l'opérateur ou, il faut qu'au moins l'une des deux se réalise. Donc si l'une se réalise mais pas l'autre, c'est bon. Si l'une ne se réalise pas mais que l'autre se réalise, c'est bon aussi. Et si les deux se réalisent, c'est bon aussi. C'est ce que l'on appelle le OU inclusif. Combinons maintenant notre structure conditionnelle, donc je vais la mettre en commentaire pour pas qu'elle nous gêne et je vais la copier et la coller juste en dessous afin de la combiner. Donc on a vu que l'on pouvait utiliser l'opérateur et ou l'opérateur ou. Là, il s'agit d'entrer une des deux combinaisons pour que ce soit correct. Donc l'opérateur qu'on va utiliser, par logique, c'est l'opérateur OU, car c'est celui qui permet de dire si une des deux conditions de part et d'autre du symbole OU est vraie, alors on a accès au coffre, dans notre cas ici. Donc on écrit si le code est égal à la combinaison 1 ou, donc Alt majuscule plus L deux fois, ou que le code est égal à la combinaison 2, alors on affiche vous avez accès au coffre. Et cela nous permet d'enlever notre condition du else if, ainsi que notre action, et de mettre directement le else après le if. Et donc nous avons une structure if et else. Votre code est plus court et aussi plus lisible. Donc si le code est égal à la combinaison 1 ou qu'il est égal à la combinaison 2, eh bien on exécute l'action. Je vais exécuter le programme en changeant cette fois-ci le code entré par la personne. Imaginons qu'elle entre Romain. J'exécute et il s'affiche vous avez accès au coffre, car il s'agit bien de la combinaison 1 ou de la combinaison 2, en l'occurrence ici de la combinaison 1. Et si j'écris semrom, il va s'afficher la même chose, car on a le droit d'entrer l'une ou l'autre pour que la condition se réalise. Que se serait-il passé si on avait mis l'opérateur booléen et? Eh bien ça n'aurait pas marché, donc je mets 2 et commercial, car pour que cette condition se réalise, il faut que le code soit égal à la combinaison 1, mais aussi égal à la combinaison 2. Et dans notre cas, ce n'est pas possible. Regardez, j'exécute le programme et il va y avoir affiché « Vous n'avez pas accès au coffre ». Pourtant, le code entré est bien semrom qui correspond à la combinaison 2. Mais comme elle ne correspond pas également à la combinaison 1, la condition ne s'exécute pas. Voilà pourquoi nous avons utilisé l'opérateur booléen OU. Il existe d'autres opérateurs booléens, mais je vous les montrerai en temps voulu, car les booléens sont un chapitre assez particulier, ils mériteraient une vidéo rien qu'à eux, j'en ferai peut-être une où j'expliquerai plus précisément à quoi ils servent et comment ils fonctionnent. Il nous reste une dernière notion à voir qui est que faire quand il y a beaucoup de conditions, c'est-à-dire quand vous avez beaucoup de structures conditionnelles ou beaucoup de else if qui sont assez durs à lire et qui sont assez longs à écrire. Il existe une alternative qui s'appelle le switch. Le switch, c'est une structure conditionnelle qui est présente dans plusieurs langages de programmation et également dans le langage Swift. En Swift, voici sa syntaxe. Il faut marquer le mot-clé switch, suivi de votre variable qui va être modifiée au cours de vos conditions, suivi d'une ouverture d'accolade, que l'on fermera à la fin évidemment. Dans ces accolades, vous écrivez ensuite les cas que va prendre votre variable pour exécuter vos actions. Donc dans les accolades, il faut écrire plus précisément le mot-clé case, suivi de votre cas numéro 1, suivi de 2 points, suivi de votre action. Voici comment on lit cette ligne. Votre action sera exécutée si le cas numéro 1 se réalise. Ce cas numéro 1 se réalise si la variable que l'on a mis précédemment est égale à la valeur du cas. Donc votre cas 1 doit être ce que la variable contient pour pouvoir réaliser l'action. Vous pouvez mettre autant de cas que vous voulez. On peut faire un cas 2, il faut réécrire le mot-clé case, votre deuxième valeur, 2 points, puis votre deuxième action. Le cas 3, évidemment, le cas 4, le cas 5, vous pouvez en mettre autant que vous voulez comme je l'ai dit, mais il faut à tout prix finir cette structure par le mot-clé default, qui est l'action à exécuter dans le cas par défaut. Ça correspondrait, si vous voulez, au else d'une structure conditionnelle classique. Les cases d'ailleurs correspondraient au else if d'une structure conditionnelle. On ferme l'accolade et on a une structure avec le switch. Il faut savoir que le switch
est une structure qui permet de tester uniquement l'égalité dans une variable. Vous ne pouvez pas faire de comparaison, c'est-à-dire switcher la variable si elle est plus grande ou plus petite que, vous ne pouvez pas faire ça. C'est uniquement l'égalité. Vous allez sûrement comprendre ça dans l'exemple qui va suivre. Pour cet exemple, j'ai déjà écrit des lignes de code pour vous montrer comment simplifier une structure conditionnelle par le switch. Évidemment, vous pourrez télécharger ce fichier dans la description plutôt que de tout retaper, ça sera plus facile. Donc il s'agit ici d'un programme qui donne les mentions du bac selon la note qu'on a rentrée. Donc on voit bien ici une structure conditionnelle classique if, else if et else. Si la note est inférieure à 10, il n'y a pas de bac. Si la note est égale à 10, c'est passable. Si la note est égale à 11, c'est passable. Si la note est égale à 12, c'est assez bien, etc. Et j'ai fait cela pour toutes les notes de 10 à 20. Donc vous pouvez voir que ça fait beaucoup de else if, et c'est pas très économique pour l'ordinateur, on va dire. C'est même presque illisible. On peut arranger cela d'une meilleure façon. Par exemple, on peut se dire, on va combiner les conditions, comme on a vu tout à l'heure avec les opérateurs booléens. C'est une chose qui peut être faite, et c'est ce que j'ai fait justement. Donc je vais descendre dans le fichier, et on a là justement un autre programme qui représente exactement la même chose que tout à l'heure, mais en moins de lignes. Tout à l'heure, il y avait 26 lignes, et là, on en a 13. Donc j'ai réduit le code de 50%. Et pourtant, ça fait la même chose. J'ai tout simplement combiné les conditions. Vous voyez donc que les opérateurs booléens sont très utiles pour simplifier le code. Ici, on affiche tout simplement les mentions selon les intervalles qu'il y a de part et d'autre des opérateurs booléens. Ici, j'ai utilisé que des « et ». Donc vous voyez que pour inclure l'intervalle de 10 à 11 pour la mention passable, j'ai tout simplement joué sur les opérateurs de comparaison. J'ai dit si la note est supérieure ou égale à 10 et qu'elle est également inférieure, strictement inférieure à 12, alors c'est la mention passable. Et j'ai répété ce processus pour toutes les notes, sauf à la mention très bien, où il faut aussi que la note soit égale à 20 pour qu'il y ait la mention très bien. Si c'est une note autre que 20, alors c'est une note qui n'est pas valide, si la note n'est pas comprise dans les notes du bac. Donc la simplification est très bonne, mais c'est quand même encore un peu compact tout ce bloc-là. Et c'est là qu'intervient le switch. Voyons comment le switch peut nous aider à simplifier ce code. J'ai mis en commentaire les deux programmes pour ne pas être gêné, mais j'ai laissé quand même la constante note, car c'est la variable que l'on va switcher. J'écris donc, comme on a vu, le mot-clé switch, suivi de ma variable, c'est-à-dire note, suivi des accolades, et au sein des accolades, je vais mettre les cas, mes différents cas, que va prendre la note. Donc par exemple, le premier cas, c'est le cas où la note vaut 10. J'ai pris un cas au hasard. Donc dans le cas où la note vaut 10, l'action à effectuer est d'afficher à la console mention passable. Alors on va s'arrêter là, car on pourrait répéter ce processus pour toutes les notes, les unes en dessous des autres, ça serait plus lisible que le premier programme, mais ça serait aussi assez répétitif et c'est dommage. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a moyen de mettre plusieurs cas au sein d'un cas. Il suffit de séparer les cas par des virgules. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas de bac, qui ont des notes inférieures à 10, pour écrire ça dans un switch, on ne peut pas faire le cas où c'est inférieur à 10, car ce n'est pas possible. Je vous ai dit que le switch ne permettait de tester uniquement que l'égalité, donc on ne peut pas faire ça. Par contre, on peut très bien faire 0, suivi d'un deuxième cas qui est 1, suivi d'un autre cas qui est 2, suivi de toutes les notes en dessous de 10 pour afficher justement pas de bac à la console. 9, voilà, et j'affiche ici à la console pas de bac. Donc c'est possible de faire ça, on teste plusieurs cas, en l'occurrence ici 10 cas, et pour ces 10 cas, nous allons effectuer la même action, c'est-à-dire afficher pas de bac. Ensuite, il y a le cas où ça vaut 10, et dans ce cas, on affiche à la console mention passable. Puis on continue pour le cas où ça vaut 11, le cas où ça vaut 12, le cas où ça vaut 13. Donc c'est sûr, ça sera sûrement plus lisible que le premier programme, mais en termes d'économie, c'est toujours pas satisfaisant. En Swift, le switch a une propriété particulière qui lui permet de mettre des intervalles au sein même du case. Vous voyez, plutôt que d'écrire tous les chiffres de 0 à 9 comme on a fait là, il y a moyen de définir un intervalle, ce qu'on appelle en programmation un range. Et ça, pas tous les langages le permettent avec Switch, mais Swift permet de faire cela, et nous allons voir comment on fait. Il suffit de mettre votre premier cas, c'est-à-dire 0,
suivi de 3 points, et après ces 3 points, vous écrivez 9. Là, ça veut dire qu'on va tester le cas de tous les chiffres de 0 à 9, et on va exécuter l'action pour tout cet intervalle. Et donc maintenant, ça saute aux yeux, la solution pour rendre le code plus économique, eh bien, c'est d'utiliser les ranges comme on a fait ici. Donc par exemple, pour la mention passable, nous allons aller de 10 à 11, mais vous voyez que là, l'intervalle n'est pas très utile. Pour aller de 10 à 11, il y a seulement juste une unité qui les sépare, donc pas besoin de mettre de range, on peut juste mettre une virgule. Donc la mention passable, et on répéterait ce cas encore pour la mention assez bien, c'est-à-dire 12 et 13, etc. jusqu'à la mention très bien. Voici le code une fois terminé. Vous remarquez qu'on a utilisé une deuxième fois un range pour la mention très bien qui va de 16 à 20 plutôt que de mettre 16, 17, 18, 19 et 20. Et on a fini notre switch par le cas par défaut, c'est-à-dire si ce n'est pas une note valide. Donc ma constante contient ici 0, j'exécute le programme, il devrait y avoir marqué pas de bac. Il y a bien pas de bac. Si je mets la note de 17, il va y avoir marqué mention très bien, car le 17 est dans le range de 16 à 20 et l'action pour ce range-là est d'afficher mention très bien. Donc vous voyez que le switch est très utile, on est passé d'un programme de 26 lignes à un programme de 13 lignes et ensuite on est passé de 13 lignes à 8 lignes et donc c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus économique. Voilà comment le switch peut nous aider. Il faut que je vous explique une dernière chose, lorsque l'on fait des ranges, dans les cas comme ça, on a le droit d'utiliser l'opérateur plus grand que. Il suffit de le mettre à la place du troisième point, on écrit plus grand que, et on met ici 10, cela veut dire qu'on a créé un range qui va de 0 à 9, c'est-à-dire de 0 à tous les nombres qui sont plus petits que 10. C'est possible de faire comme ça, mais moi je préfère faire avec les 3 points, ça évite de se perdre lorsqu'on écrit le code. Pour finir, voici un dernier type de conditions, les conditions ternaires. Ces conditions sont un peu particulières car il faudra les utiliser avec modération pour risque d'illisibilité. Et pour cause, elles nous permettront de réduire une structure conditionnelle à une seule ligne. Voici la syntaxe en Swift. Vous écrivez votre condition, tout simplement votre condition, suivi d'un point d'interrogation, suivi de l'action que vous allez faire si la condition est vraie. Après votre action, vous mettez 2 points, et après ces 2 points, vous mettez l'action que vous voulez faire si votre condition est fausse. Voilà pourquoi on appelle ça une condition ternaire, car elle utilise des opérateurs ternaires, comme le point d'interrogation et le 2 points. Et vous avez 3 emplacements, le premier pour la condition, le deuxième après le point d'interrogation qui est pour l'action à effectuer si la condition est vraie, le troisième emplacement après les 2 points qui est pour l'action à effectuer si la condition est fausse. Pour ce dernier exemple, nous allons reprendre l'exemple du coffre, donc c'est un code basique que l'on a déjà vu avec une structure if et else, et nous allons écrire cette structure conditionnelle sur une seule ligne grâce aux opérateurs ternaires. Donc c'est parti, on écrit d'abord la condition comme on a vu, qui est si le code est égal à la combinaison, suivi du point d'interrogation et l'action que l'on effectue si c'est vrai. Donc si c'est vrai, notre action à effectuer est d'afficher à la console, vous avez accès au coffre. Donc j'écris carrément l'instruction après le point d'interrogation. Je vais suivre tout cela de 2 points, et après les 2 points, je mets l'action qui se réalise si la condition n'est pas respectée, si elle est fausse, qui est d'afficher à la console, vous n'avez pas accès au coffre. Je mets en commentaire notre structure conditionnelle, et je vais exécuter le programme. Et il devrait s'afficher, vous avez accès au coffre. Et voilà. Nous avons réduit une structure conditionnelle qui est au départ sur 5 lignes, à une condition sur une seule ligne. Toutefois, comme je vous l'ai dit, il faudra les utiliser avec modération. Et une dernière chose, supposons maintenant que dans votre structure conditionnelle, au lieu d'afficher quelque chose, eh bien vous changez l'affectation d'une variable. Donc par exemple, on aurait pu avoir au début un booléen qui définit si le coffre est ouvert ou non. Donc au début, il aurait l'état de faux, donc false, car il n'est pas ouvert. Et dans votre code, vous auriez changé son affectation au lieu d'afficher quelque chose à la console. Par exemple, ici, on aurait mis ouvert égale true, parce que le code est égal à la combinaison. Sinon, ouvert égale false. Et bien pour un cas comme ceci, il y a une syntaxe particulière, avec la condition ternaire qui est la suivante.
Donc c'est tout simplement de mettre votre variable à faire varier au début, donc ouvert, suivi du signe égal et code. Donc ici on va affecter à la variable ouvert la valeur true ou false, et true ou false on va le placer de part et d'autre des opérateurs ternaires. Ici on met true et ici on met false, ce qui est logique quand on y réfléchit. Car si le code est bien égal à la combinaison, alors dans ce cas on va affecter true à ouvert, sinon on affecte false à ouvert. Voilà comment on peut écrire une condition ternaire avec une affectation de variable. Je peux maintenant exécuter le programme en demandant d'afficher à la console la variable ouvert. J'exécute mon programme et il s'affiche true, parce que le code romain est bien égal à la combinaison qui est romain, donc ouvert a pris la valeur de true, car elle est après le point d'interrogation. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Dans la vidéo suivante, nous verrons les quatrièmes bases du langage Swift, et plus précisément, les boucles. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.